Deux chiffres se télescopent, une Afrique parmi les plus riches sans ressources, mais maintenue depuis des décennies parmi les régions les plus pauvres. Face à ce paradoxe, un projet ferroviaire financé entièrement de l'intérieur fissure le modèle économique bâti sur les prêts et les tutelles extérieures. Que signifie pour chacun ce basculement lorsque des dirigeants comme Ibrahim Traoré testent pour la première fois une souveraineté logistique autofinancée? Pendant qu'un simple tracé de rail redessine les routes, c'est la définition même de l'indépendance qui se déplace. Ce récit propose une promesse nette: comprendre comment trois États sahéliens tentent de sortir d'un système économique verrouillé en misant sur un financement intégralement interne. L'enjeu fondamental tient dans 10 mots: identifier les leviers réels d'une autonomie durable et mesurable. Dans une région longtemps dépendante de corridors extérieurs et de préconditionnés, la perspective d'un réseau ferroviaire autofinancé agit comme un test grandeur nature. Peut-on réellement bâtir une structure stratégique sans tutelle internationale? Les premières décisions consignées dans la source montrent que ce choix n'est ni isolé ni symbolique, mais pensé comme une recomposition du pouvoir d'agir. Une micro-tension apparaît déjà. Si cette initiative fonctionne, elle pourrait remettre en question la logique qui a façonné plusieurs décennies d'aménagement sahélien. Cette interrogation devient le fil conducteur pour le spectateur, car elle détermine ce que signifie, très concrètement, déplacer ses marges de manœuvre dans un environnement saturé d'intérêts de concurrents. Ainsi, la suite du récit dévoilera comment un projet technique devient en un révélateur politique. La première révélation tient en deux faits simultanés. En avril 2025, trois États sahéliens annoncent une ligne ferroviaire intégralement financée par leurs propres ressources. Et cette décision survient sans conférence internationale, sans prêt et sans tutelle extérieure. Ce double mouvement éclaire immédiatement un basculement. Ce n'est plus l'extérieur qui déclenche la transformation, mais une volonté interne qui redéfinit la souveraineté économique. À partir de ce point d'inflexion, le paysage décrit dans la source devient lisible sous un autre angle. Pendant plusieurs décennies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont évolué dans un système façonné pour l'extraction. Infrastructures conçues pour acheminer les minerais vers les ports, couloirs logistiques tournés vers l'exportation et dépendance chronique aux bailleurs. Les besoins internes demeuraient secondaires car l'orientation structurelle privilégiait les flux extérieurs. Cette inertie explique la portée singulière du projet. Il rompt avec l'idée que seule l'intervention internationale peut initier une transformation de grande ampleur. Le récit de la dépendance financière complète cette lecture. Une partie des élites considérait les prêts conditionnés comme un passage obligé, tandis qu'une autre y voyait un mécanisme perpétuant la pauvreté. C'est précisément dans ce débat qu'intervient Ibrahim Traoré lorsque les dirigeants sahéliens mettent en avant un financement adossé à leurs propres ressources, or, uranium, coton, énergie, pour construire un modèle ne reproduisant plus les anciennes contraintes. Le rail devient un système nerveux interne plutôt qu'un tuyau d'exportation. Il relie les capitales enclavées, stabilise les territoires et redistribue la capacité politique d'agir. La dynamique s'affine encore à travers la figure des habitants du Sahel, longtemps éloignés des décisions économiques majeures. Leur expérience quotidienne constitue la première lentille de lecture. L'infrastructure ne transforme pas seulement les cartes, elle modifie le rapport aux distances, au marché et au pouvoir d'action. Avant même son achèvement, le projet commence à changer la manière dont les communautés évaluent la possibilité d'une autonomie réelle. Dans cette séquence, la compréhension progresse grâce à ceux qui vivent les premiers effets du projet. Les habitants du Sahel, souvent tenus à distance des grandes décisions économiques, deviennent ici les témoins d'un basculement concret. L'infrastructure n'existe plus seulement sur des plans techniques,
Elle modifie déjà les gestes quotidiens. Cette approche centrée sur les acteurs locaux sert de fil conducteur pour saisir l'impact réel d'un corridor pensé pour reconnecter des territoires longtemps fragmentés. Un premier microcas surgit à la périphérie de Niamey. Des producteurs agroalimentaires constatent que les temps d'acheminement vers les centres urbains diminuent dès l'ouverture partielle des premiers tronçons. Même sans données chiffrées, la source indique une réduction des pertes post-récolte, interprétée localement comme un signe que la région peut stabiliser ses flux sur des bases internes. Cette amélioration modeste nourrit néanmoins un sentiment de capacité collective. Un second micro-cas apparaît à Ouagadougou. De jeunes commerçants, autrefois dépendants de routes instables, observent une plus grande prévisibilité lorsque les gares et centres de fret s'organisent autour du nouveau corridor. Cette régularité transforme leur manière de planifier et de constituer leur stock. Dans le débat public, ces indices deviennent des preuves tangibles que l'autonomie logistique produit des effets visibles. À travers ces expériences, le rôle des dirigeants, dont Ibrahim Traoré, se précise. Amplifier ce que les communautés avaient commencé à percevoir. Le projet de ferroviaire apparaît alors comme un catalyseur d'action plutôt qu'un symbole abstrait. Ainsi, la question centrale demeure simple. L'autonomie peut-elle vraiment durer? Le déclencheur surgit brusquement lorsque trois capitales sahéliennes alignent leurs priorités. La source décrit ce moment comme une rupture nette. Un projet entièrement financé de l'intérieur devient la colonne vertébrale d'un espace économique en recomposition. Aucun prêt, aucune conférence internationale, aucune tutelle, juste une signature commune affirmant que la transformation peut partir de l'intérieur. Ce choix brise la logique ancienne et enclenche une dynamique qui se propage immédiatement dans les administrations, les équipes techniques et les territoires traversés. La montée commence aussitôt. Les ingénieurs relèvent les tracés possibles en privilégiant les zones agricoles, minières et industrielles. Les gouvernements classent les corridors selon leur utilité interne et réorganisent les nœuds logistiques à Ouagadougou, Bamako et Niamey. Les réunions successives signalées dans la source témoignent d'une volonté de synchronisation inédite. Harmoniser la signalisation, unifier la technologie, standardiser les méthodes pour que chaque segment s'intègre dans un ensemble cohérent. Le choix d'éviter les routes historiques d'exportation constitue une rupture doctrinale majeure. L'objectif n'est plus de sortir les ressources, mais de relier les marchés internes. Cette inversion fait office de climax idéologique autant que technique. Puis le chantier s'accélère. Les premières zones dégagées accueillent des gares régionales. Les entreprises locales, longtemps cantonnées à des travaux périphériques, participent désormais à un projet qui leur offre un rôle central. La source insiste sur cet aspect. Le réseau est présenté comme un système nerveux pour le Sahel, capable de soutenir la souveraineté logistique. Les brigades d'ingénieurs circulent entre les capitales pour réduire les écarts structurels. Dans plusieurs discours, Ibrahim Traoré insiste sur l'importance de bâtir un ensemble intégré plutôt qu'une addition de segments isolés. Cette cohérence devient le cœur du climax opérationnel. Le point d'inflexion apparaît lorsque les premiers tronçons relient réellement les bassins de production aux centres urbains. Les producteurs agricoles y voient une occasion de limiter les pertes post-récolte. Les commerçants repensent leur chaîne d'approvisionnement. Les trajets, autrefois irréguliers, gagnent en prévisibilité. Même si les volumes restent modestes, la perception change. Pour la première fois, un corridor interne offre une alternative crédible aux routes vulnérables. Le marché s'ajuste, les risques diminuent, le coût implicite de l'incertitude recule. L'écho se propage ensuite dans les institutions. La création d'une banque d'investissement régionale devient un pilier stratégique. La source
la décrit comme un instrument destiné à verrouiller l'autonomie financière et à empêcher le retour aux circuits anciens. Cette structure n'imite pas les mécanismes internationaux. Elle en constitue une alternative assumée. Sa gouvernance permet des décisions plus rapides, une priorisation locale et une répartition des ressources en fonction des besoins internes. Cet écho institutionnel stabilise l'ensemble du système. Enfin, les effets se répercutent sur les territoires enclavés. Le projet cesse d'être un plan d'infrastructure pour devenir un mécanisme opérationnel. Des zones longtemps fragmentées commencent à se percevoir autrement. Les habitants identifient donc des signes concrets de changement. Dans ce climat, Ibrahim Traoré et ses homologues politisent la dynamique. L'autonomie n'est pas un slogan, mais une suite d'actes techniques, économiques et territoriaux. Le récit prend alors tout son sens. Quand l'extraction cède la place à la connexion, la région réapprend à décider. La dynamique quantifiable s'ouvre par un mouvement clair. Le baseline d'un Sahel dépendant de corridors externes glisse vers un delta où trois capitales coordonnent enfin un corridor interne unique. Cette transition, décrite dans la source sans distance exacte, constitue le premier repère mesurable, une échelle régionale inédite pour des territoires longtemps morcelés. Ce repère compte car il change la structure même des flux. Le premier élément chiffré utilisable est la date d'annonce, avril 2025. Cette date fixe un point de départ pour observer la transformation administrative et logistique. Dès ce jalon, les gouvernements enchaînent les réunions techniques visant à réduire les écarts structurels entre États. Ce repère importe car il stabilise un rythme commun d'exécution. Le second repère quantifiable est la formation d'un réseau tripolaire de trois pays, mentionnés comme acteurs collectifs. Même sans volume précis, cette configuration crée une masse critique suffisante pour accélérer la coordination et supprimer les délais liés aux procédures internationales. En choisissant d'autofinancer le projet, les trois États évitent les conditions imposées par les bailleurs externes. Ce repère est essentiel car il renforce la vitesse décisionnelle locale. Un troisième repère apparaît dans la source, la réduction des pertes agricoles dès les premières liaisons opérationnelles. Aucun pourcentage n'est fourni, mais la diminution qualitative permet une comparaison valable. Les produits atteignent les marchés en meilleures conditions, ce qui améliore la disponibilité alimentaire. Ce repère compte car il augmente immédiatement la valeur économique des récoltes. L'ensemble de ces points crée un cadre logique. Même sans chiffres exhaustifs, la tendance décrit un glissement cohérent. Le corridor interne remplace une infrastructure centrée sur l'exportation. Les coûts implicites de transport diminuent car les trajets deviennent plus directs et prévisibles. Les marchés intérieurs gagnent en régularité. L'analyse repose exclusivement sur les données présentes dans la source sans extrapolation extérieure. La lecture économique s'affine encore lorsque l'on compare les deux modèles, celui hérité de l'extraction et celui de la connexion interne. Le premier reposait sur des routes exposées, irrégulières et orientées vers des partenaires extérieurs. Le second crée un flux régional continu, soutenu par une gouvernance unifiée et une capacité logistique mieux répartie. Dans ce schéma, les producteurs agricoles, les petites entreprises et les commerçants locaux bénéficient de micro-gains cumulés qui, répétés, deviennent structurants. Sur le plan institutionnel, la création de la Banque d'investissement régionale constitue une donnée quasi mathématique. Elle sert de verrou financier empêchant la réintroduction de conditions extérieures. Sa seule existence modifie la distribution du pouvoir économique. C'est ce point que des dirigeants comme Ibrahim Traoré mettent en avant dans leur discours. Selon la source, l'autofinancement n'est pas une posture, c'est une mécanique qui protège la décision souveraine. Ainsi, les trois repères retenus, date fondatrice, réseau tripolaire, réduction qualitative des pertes agricoles,
permettent de tracer une ligne nette. Ils montrent comment une infrastructure pensée pour unir trois pays commence à modifier des métriques fondamentales: délai, cohérence des flux, coordination technique, valeur logistique des territoires. Cette séquence constitue la preuve que l'autonomie peut se mesurer avant même la fin du chantier. Deux visions opposées s'affrontent lorsqu'il s'agit de comprendre si un projet d'envergure peut réellement se passer de capitaux extérieurs. La première position affirme qu'aucune infrastructure majeure ne peut voir le jour sans l'appui de bailleurs internationaux. Selon cette logique, les États enclavés du Sahel auraient besoin de garanties financières, de procédures de contrôle et d'un encadrement technique fournis par des institutions telles que la Banque mondiale ou le FMI. Les partisans de cette ligne rappellent que nombre d'infrastructures africaines ont été construites grâce à ces circuits et que l'absence d'un acteur extérieur augmenterait les risques de dérive, voire d'échec opérationnel. Pour eux, l'aide internationale n'est pas une contrainte, mais une architecture de sécurité. Un second courant soutient l'inverse. Les prêts conditionnés ne sont pas neutres et tendent à orienter les politiques économiques. Dans cette perspective, la dépendance prolongée limite l'autonomie stratégique et entretient un cycle où les décisions souveraines sont continuellement renégociées. La source évoque directement cette critique en mentionnant que certains considèrent l'aide comme un mécanisme entretenant la pauvreté. Ici, l'enjeu n'est pas uniquement financier mais politique. Qui détermine les priorités nationales lorsque le financement vient de l'extérieur? Le projet ferroviaire en Sahel est un exemple de changement économique majeur. Fournit une réponse issue des faits rapportés par la source. Les trois pays décident de construire une ligne ferroviaire sans prêt international et créent une banque d'investissement régionale pour verrouiller l'autonomie financière. Cette structure n'imite pas les bailleurs historiques. Elle s'en distingue en adaptant la gouvernance aux besoins locaux et en supprimant les délais liés aux procédures externes. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, porte une argumentation fondée sur un principe simple. Une infrastructure stratégique doit répondre aux priorités internes avant de satisfaire les impératifs extérieurs. Les premiers résultats: coordination accélérée, réduction qualitative des pertes agricoles, prévisibilité accrue des flux, confirment que le modèle alternatif peut fonctionner. Ainsi, le Stillman expose deux logiques solides, mais c'est la trajectoire sahélienne qui, dans ce cas précis, démontre une viabilité concrète. Cette inflexion, décrite dans la source, ne relève ni d'un simple effet d'annonce ni d'un geste politique isolé. Elle marque le moment où trois pays du Sahel cessent de considérer l'infrastructure comme un outil d'extraction pour la transformer en instrument de présence territoriale. Le tracé ferroviaire traverse des zones agricoles, minières et industrielles stratégiques, ce qui change la manière dont l'État occupe l'espace. Chaque gare, chaque segment opérationnel devient une ancre de stabilité dans des territoires autrefois fragmentés. À ce stade, la logique du projet s'éclaire différemment. La mobilité cesse d'être un flux à subir et devient un levier de recomposition politique. Les zones longtemps exposées aux groupes armés voient apparaître des points fixes, des équipes techniques et une continuité administrative. Cette évolution influence la manière dont les populations perçoivent de la souveraineté. Ibrahim Traoré et ses homologues s'appuient sur ces signaux pour affirmer que la reconstruction logistique et la reconstruction politique sont désormais liées. Ce midpoint révèle donc un glissement majeur. L'infrastructure redéfinit le rapport entre territoire, sécurité et pouvoir. Les effets concrets du projet apparaissent d'abord au niveau des États. La capacité institutionnelle se renforce lorsque le corridor traverse des zones stratégiques auparavant marquées par l'instabilité. Les gares, centres de signalisation et équipes techniques créent un maillage continu qui réintroduit une présence publique durable. La source
mentionne que certaines zones étaient tenues par des groupes armés. L'infrastructure y agit désormais comme un outil de continuité. Dans les discours rapportés, Ibrahim Traoré insiste sur l'idée qu'un pays qui contrôle ses déplacements contrôle aussi ses décisions. Cette logique transforme le rail en multiplicateur de souveraineté. Les entreprises locales observent ensuite une transformation progressive. L'accès plus régulier au bassin de production diminue la dépendance aux routes incertaines et renforce la capacité de planification. Les chaînes d'approvisionnement, autrefois rythmées par l'imprévisibilité, gagnent en cohérence. Les petites structures anticipent mieux leur rotation et stabilisent leur stock. Cette fluidité nouvelle, décrite dans la source, permet une montée en confiance et encourage la croissance de pôles commerciaux régionaux. Pour ces acteurs, le corridor ne représente pas qu'un trajet réduit, mais un changement de fonctionnement. Les agriculteurs et les jeunes générations ressentent des impacts directs. La source note une réduction qualitative des pertes agricoles dès les premiers tronçons opérationnels. Cette amélioration modifie la valeur perçue des récoltes et la viabilité des efforts fournis. Pour les jeunes, l'apparition de centres de formation liés au projet crée un horizon nouveau, celui d'une économie dans laquelle les compétences locales deviennent essentielles. L'idée qu'un réseau peut être construit sans dépendre de bailleurs extérieurs nourrit un sentiment collectif de capacité. Ce changement psychologique pèse autant que les changements logistiques. Enfin, l'échelle régionale et continentale évolue également. Le projet ferroviaire en Sahel est un exemple de changement économique majeur. Agit comme un prototype susceptible d'inspirer d'autres pays, selon la source. L'autofinancement devient un argument politique, démontrant qu'un projet stratégique peut surgir d'une décision locale plutôt que d'un mécanisme international. Cette trajectoire intéresse des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Est car elle questionne l'équilibre longtemps imposé par les circuits de financement classiques. La portée symbolique est forte. Elle réorganise l'imaginaire de ce qu'un pays africain peut réaliser en autonomie. Ces quatre blocs convergent vers un même constat. L'infrastructure n'agit pas seule. Elle recompose la souveraineté, stabilise des territoires, redonne de la prévisibilité économique, ravive les trajectoires professionnelles et modifie le regard continental porté sur l'autonomie. Le projet devient ainsi une dynamique collective plutôt qu'un chantier isolé. Dans l'horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires possibles émergent à partir des éléments fournis par la source. Chacune repose sur la même base factuelle, un corridor ferroviaire autofinancé, une coordination tripartite en cours et des effets déjà perceptibles sur les flux internes. La différence entre les scénarios ne tient pas à des chiffres ou à des prédictions précises, mais aux conditions structurelles qui pourraient accélérer ou ralentir la dynamique. Examinons les différentes directions possibles pour ce projet. Centrale, la consolidation progressive. Dans cette hypothèse, les trois pays poursuivent la mise en cohérence du corridor en alignant leurs priorités logistiques. Les tronçons déjà opérationnels améliorent la circulation interne sans provoquer une transformation totale. La banque d'investissement régionale, décrite dans la source comme un pilier de protection contre les circuits extérieurs, stabilise son rôle. Les marchés urbains gagnent en régularité. Les agriculteurs consolident leurs flux et les petites entreprises intègrent progressivement le rail dans leur stratégie. Ce scénario envisage la consolidation progressive, normalise l'infrastructure, elle devient familière, prévisible et structurante. Examinons les différentes directions possibles pour ce projet. Optimiste, une accélération et un effet de démonstration continentale.
Si les zones traversées demeurent suffisamment stables, le projet pourrait franchir un seuil plus rapide. Des gares intermédiaires évoluent en pôles d'activité, accueillant formation technique, commerce régional et petites industries. La source évoque l'idée d'un exemple africain susceptible d'inspirer d'autres États. Ce scénario concrétise cette possibilité. L'autofinancement devient un récit politique crédible et certains pays voisins testent des coopérations parallèles. Le corridor sahélien s'impose alors comme une preuve d'autonomie énergétique et logistique. Examinons les différentes directions possibles pour ce projet. Dégradés, pressions externes et tensions internes. Dans une trajectoire moins favorable, certains segments connaissent des perturbations liées à l'instabilité politique ou territoriale. Les flux ralentissent, les zones récemment stabilisées subissent des blocages et la progression perd en cohérence. La banque d'investissement régionale joue alors un rôle crucial pour éviter un retour aux anciennes dépendances. Le projet continue d'avancer, mais son impact immédiat s'atténue et les jeunes générations mentionnées dans la source ressentent davantage l'incertitude. Il est essentiel de considérer différentes perspectives pour évaluer l'évolution du projet. Penser en horizon conditionnel. Plutôt que d'attendre une trajectoire unique, l'observateur adopte une grille souple où chaque scénario dépend des conditions permettant au corridor de rester autonome. Ce cadre respecte l'effet de la source sans extrapoler. La robustesse des institutions, la stabilité territoriale et la continuité logistique deviennent les variables à suivre. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité du Sahel, la compréhension du projet change immédiatement. La source montre que le chemin de fer n'est pas qu'une infrastructure, il devient un repère pour lire autrement les dynamiques régionales. Les récits habituels centrés sur l'instabilité laissent place à une trajectoire où trois pays réorganisent eux-mêmes leur espace économique. Pour ce public, l'enjeu symbolique est fort. Voir naître un modèle d'autonomie réaliste plutôt qu'un discours dépendant des bailleurs extérieurs. Pour les spectateurs sensibles aux questions économiques, le projet agit comme une démonstration concrète. Dès que les chaînes d'approvisionnement cessent d'être soumises aux aléas routiers, les marchés gagnent en cohérence. La source mentionne des commerçants et producteurs percevant déjà des bénéfices logistiques. Trajets plus prévisibles, pertes agricoles réduites, stocks mieux gérés. Ce public comprend alors que la question n'est pas seulement comment construire, mais comment maîtriser ce qui est construit. Pour les publics attachés aux dynamiques sociales, l'effet est somme toute aussi décisif. Le texte insiste sur le rôle psychologique pour les jeunes générations. Un réseau autofinancé rouvre un horizon où les compétences locales deviennent centrales. Centre de formation, nouvelles possibilités professionnelles et sentiment de capacité collective redessinent la manière d'envisager l'avenir. Cette projection touche directement celles et ceux qui cherchent un modèle d'action plutôt qu'un modèle d'attente. Ainsi, le projet s'adresse à trois types de spectateurs, chacun y trouvant une lecture utile, régionale, économique ou sociale. Une infrastructure peut sembler technique, mais ses effets résonnent d'abord dans les vies humaines, là où se construit la perception de l'avenir. La feuille de route décrite dans la source repose sur une logique opérationnelle plutôt que théorique. Elle commence par la consolidation de l'autonomie financière. Les trois pays ont créé une banque d'investissement régionale. La priorité consiste désormais à stabiliser sa gouvernance, unifier les protocoles d'audit et garantir que les décisions restent alignées sur les priorités internes. Cette structure agit comme un rempart contre les pressions extérieures. Dans les discours mentionnés, Ibrahim Traoré insiste sur l'importance d'un contrôle strict des ressources nationales pour éviter tout retour aux dépendances anciennes. La mesure du progrès se fait ici par la rapidité des décisions et la cohérence des financements.
La deuxième étape concerne la stabilisation des zones traversées. Le tracé passe par des espaces agricoles, miniers et industriels stratégiques où l'État doit maintenir une présence visible. La source évoque un maillage composé de postes de maintenance, gares secondaires et équipes mixtes chargées de la sécurité. L'indicateur principal devient la continuité opérationnelle, moins d'interruptions, plus de prévisibilité. La troisième étape vise l'intégration des formations techniques au projet. Les centres professionnels et pôles de recherche doivent devenir des organes permanents capables de former conducteurs, ingénieurs et techniciens locaux. La réussite se mesure par le nombre de postes pourvus localement et par la diminution de la dépendance aux compétences extérieures. Enfin, la quatrième étape porte sur la consolidation des marchés intérieurs. Les flux agroalimentaires, manufacturiers et commerciaux doivent être harmonisés autour du rail afin de réduire les pertes et stabiliser les circuits. Le progrès se lie dans la fluidité des échanges et la diversité croissante des activités le long du corridor. Cette feuille de route rend l'autonomie durable parce qu'elle la construit par séquences mesurables. Revenir aux habitants du Sahel, ceux dont les gestes ordinaires avaient révélé les premiers signes de changement, permet de saisir le sens profond du projet. Dans les terrains agricoles de Niamey ou les marchés de Ouagadougou, les gares qui s'élèvent deviennent davantage que des infrastructures. Elles sont des marqueurs silencieux d'un territoire qui se reconstruit pas à pas. Les microcas évoqués plus tôt réapparaissent ici comme des preuves sensibles, presque tangibles, que l'autonomie ne naît pas dans les bureaux, mais dans les pratiques quotidiennes. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré et les dirigeants sahéliens ne sont pas présentés comme des figures héroïques, mais comme des relais. Leur rôle consiste à amplifier ce que les communautés avaient déjà commencé à ressentir, la possibilité de reprendre prise sur leur avenir. Le chemin de fer devient alors un fil conducteur reliant des aspirations longtemps dissociées. Ce récit se referme en miroir du point de départ. La transformation la plus durable n'est jamais spectaculaire. Elle se glisse dans les gestes qui changent. L'autonomie commence quand les populations s'y reconnaissent. Le projet ferroviaire en Sahel est un exemple de changement économique majeur. Décrit dans la source, ouvre une perspective rare, celle d'une autonomie construite depuis les territoires eux-mêmes, sans attendre des décisions venues de l'extérieur. À mesure que les gares, les corridors et les centres de formation prennent forme, une nouvelle manière de penser l'avenir circule parmi les populations. Les débats publics, qu'ils portent sur les discours politiques, les évolutions logistiques ou les transformations sociales, révèle un désir grandissant de comprendre ce que pourrait devenir cette dynamique si elle s'étendait à d'autres régions africaines. Pour les spectateurs qui suivent de l'actualité du Burkina Faso, du Niger ou du Mali, l'enjeu dépasse l'infrastructure. Il s'agit de comprendre comment un espace réapprend à décider collectivement. Partager cette histoire, la confronter à d'autres expériences et l'enrichir par le dialogue renforce une culture de responsabilité et de coopération. La question reste ouverte, et c'est elle qui vous invite à poursuivre la réflexion. Que souhaitons-nous bâtir lorsque l'autonomie devient possible?